Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les incontournables de bande dessinée jeunesse du mois de mai 2021. Et on va débuter avec une petite merveille de Dave Pilkey. C'est Minisha et son club BD. Minisha qui est le compère de Super Chien. Donc on est chez Scholastic. C'est pour du premier cycle du primaire. Donc c'est Minisha qui se part un club de création de bande dessinée avec une bande de grenouilles. Donc c'est vraiment sur... il y a beaucoup d'humour, évidemment, quelques petites séquences un peu scatologiques parce qu'on est chez Dave Pilkey et ça fait beaucoup rire les enfants. Il leur apprend à faire une bande dessinée et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les bandes dessinées, des projets de plusieurs personnes. Et il y a Mario la grenouille qui, lui, en fin de compte, fait une bande dessinée qui s'appelle Denis la brosse à dents, qui voulait être avocat pour dinosaures. Et le dessin est très simpliste. Il va y avoir d'autres enfants qui vont lui dire « Non, mais on ne peut pas faire de bande dessinée. Nous, on ne sait pas dessiner. Je fais de la photo et ma sœur écrit des haïkus. » Et en fin de compte, ils vont faire une bande dessinée qui est tout à fait merveilleuse, qui est à base de photos. Donc, c'est bien aussi pour des enseignants, pour justement faire des petits ateliers BD dans les cours, dans les classes. Et aussi, ça démocratise et il y a une espèce de message aussi de persévérance et d'acceptation, en fin de compte, des différents processus créatifs. C'est vraiment un petit bijou, une belle perle. Toujours au premier cycle, Éric Veillé, La vie extraordinaire de Vindrou et Marie-Pierre. Le titre est Cacunac au soleil. C'est deux amis qui sont en vacances dans le sud de la France. Et c'est un journal de voyage. Donc, on débute vraiment avec le mardi 25 juin à la gare. Ils partent en vacances. C'est très humoristique. Le dessin est quand même assez simpliste, c'est très facile à lire. Pour du premier cycle, c'est idéal. On est vraiment dans le quotidien. À un moment donné, il y en a une qui est en train de faire des exercices et Vindrou arrive et lui dit « Bon, ben, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Elle dit « Ben, je fais une tarte au souple. » Et il s'étire et il y a une pâte sur le sol et elle s'assouplit et elle se couche. Et là, elle attend de dorer au soleil et que ça soit l'anniversaire de quelqu'un pour offrir une tarte au souple à quelqu'un pour sa fête. C'est vraiment très drôle. Ils vont se créer des néologismes de cacunac, chuniquette, stibidou. On invente des mots au soleil parce qu'on est en vacances au soleil, tout simplement. C'est très simple. C'est un humour là, à hauteur d'enfant. C'est des mots d'enfant. C'est un univers très onirique. Ils vont trouver la grande muraille de chips. En fait, c'est une voisine qui cherche son sac de chips et ils l'ont trouvé. Donc, on est vraiment dans de l'humour quotidien tout à fait charmant. Un manga, il n'y a pas beaucoup de mangas jeunesse, celui-là est vraiment fabuleux. 3 tomes sont parus le même mois. C'est une série qui va être en 8 tomes, donc qui est assez courte pour des classes, pour des écoles. Ça s'appelle Mochi et compagnie. On est vraiment là, je vous dirais, à partir de 8 ans. C'est une jeune fille, en fin de compte, qui est très curieuse, qui est très tolérante et qui va en fin de compte sauver des animaux et tout. Et à un moment donné, elle va trouver un mochi qui est il essaie de rentrer sous terre et il est pris. On va découvrir que mochi, en fin de compte, c'est un intraterrestre. Très curieux et très gourmand, donc il est sorti pour voir ce qui se passait à la surface, il a mangé, il n'est plus capable de retourner chez lui, donc elle va l'héberger chez elle, elle va lui donner un bain. Il est gêné parce qu'il est nu devant une inconnue, donc elle va lui tricoter des sous-vêtements, des pantalons, et elle va l'inviter à coucher chez elle au grenier, et au grenier, il y a une jeune extraterrestre qui s'appelle Al, qui a eu une panne de soucoupe volante, sa soucoupe volante est brisée. Donc, le temps qu'elle le répare, elle vit chez la jeune fille qui s'appelle Yuka. Donc, on a une extraterrestre,
une terrienne et un intraterrestre qui vont développer une amitié. On est dans des chapitres d'une vingtaine de pages, on est vraiment dans de l'humour. On va descendre au royaume des intraterrestres. Al, qui est très intelligente et très avancée technologiquement, va créer une machine à rapetisser et va pouvoir descendre dans le monde extraterrestre. Il y a un nouvel extraterrestre qui va vivre avec eux, qui s'appelle Joe. Et ce qui est intéressant avec Moshi, et aussi pour l'apprentissage du langage, Moshi parle les T, il prononce des tch, TCH. Donc à chaque fois, et c'est inscrit vraiment dans la bande dessinée. Jo, elle va l'appeler Jo parce qu'elle n'a pas vraiment de don pour baptiser les créatures. Lui, au lieu de dire je, il dit Jo. Donc c'est ça, on est vraiment là dans une mécanique de camaraderie. C'est vraiment très très bon. Pour le deuxième cycle du primaire, La maison qui rêvait de Max Bravlaski aux éditions Delcourt. On est vraiment dans un récit, genre de fable morale, fable philosophique, qui est tout à fait charmante. On est dans des pleines pages, on est dans des 3 ou 4 cases, donc des couleurs vraiment très somptueuse. C'est une maison, en fin de compte, un peu hors du commun. C'est une maison qui rêve. Donc, il y a des pensionnaires et il y a 2 vieilles dames, Madame Fauvette et sa voisine d'en face, qui, à chaque jour, à un moment donné, ils se réveillent, ils ont un froid toute la nuit. La maison rêvait qu'elle était dans le Grand Nord. La maison, quelques jours plus tard, va rêver qu'elle est dans le désert. Ils se réveillent, ils ont eu chaud toute la nuit, ils ont parti la ventilation. Ensuite, il va rêver qu'elle est en Amazonie. Ils n'ont pas dormi de la nuit parce que les animaux les réveillaient. Et on va découvrir l'origine de la maison qui est, en fin de compte, c'est un grand architecte du 19e siècle qui poussait son fils à devenir architecte et son fils ne voulait pas être architecte. Son fils préférait être explorateur et son père lui a toujours interdit. Et son fils, en fin de compte, quand il se retrouvait dans une ruelle, il était, en fin de compte, il se croyait au Mexique. Donc, il a décidé, pour acheter la paix familiale, de devenir architecte et il a fait qu'une maison. La maison qui rêvait, et toutes ses aspirations de voyage se sont transmises dans la maison. Et donc, cette maison-là, pour l'éternité ou pour sa durée de vie, va rêver toutes les nuits et va transporter, en fait, va faire vivre de drôles de sensations à ses locataires. C'est tout à fait charmant. À partir de 8 ans, je vous dirais. Du côté documentaire, aux éditions Nathan de Chiara Pastorini et Perceval Barrier, Les vrais sages sont des rebelles. On est dans un essai historique, un documentaire sur la philosophie. Et le moteur, en fin de compte, de l'ouvrage, c'est que les philosophes sont des gens anticonformistes qui ont changé, en fin de compte, les mentalités. Donc, on est vraiment sur le changement de paradigme, sur l'apport des idées nouvelles pour l'évolution de la société. On est dans un dessin quand même assez caricatural. Et on va couvrir vraiment de l'Antiquité. On débute au 7e siècle avant Jésus-Christ. On va toujours avoir au début de chaque chapitre une espèce de ligne du temps. Et à la fin des chapitres, on va avoir des règles tirées du chapitre. Donc, on va évidemment aborder les Grecs, on va avoir la philosophie chinoise, on va même se rendre jusqu'au transhumanisme du début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. On va parler de Wittgenstein et de la philosophie du langage. Tout ça très, très bien vulgarisé, qui s'adresse un peu plus, je vous dirais, à des professeurs et des conseillers pédagogiques. Pour des jeunes lecteurs, je vous dirais peut-être à partir de la 4e ou la 5e année. Un ouvrage vraiment fascinant, une belle vulgarisation. On va parler de l'existentialisme. On parcourt tous les grands courants de la philosophie mondiale. Un autre documentaire chez Casterman dans la collection Tout en BD Science, les océans.
de Jean-Baptiste de Panafieux et Vincent Bergier. On est dans un documentaire assez classique. On le voit aussi avec le dessin. Donc, très, très coloré, très pastel. La prémisse de cette collection-là, c'est un frère et une sœur qui parlent avec un scientifique et une journaliste. Là, on va parler des océans, mais on parle des océans autant la dérive des continents, la Pangée. Donc, c'est vraiment on couvre tout ce qui est océanographie, la faune, la flore. On va parler de réchauffement climatique, on va parler de géopolitique, les effets de la Lune. Donc, on est vraiment là, on couvre vraiment tous les pans scientifiques et sociaux reliés aux océans. C'est vraiment charmant pour du deuxième cycle du primaire. Et là, c'est quand même un peu plus abordable, donc des enfants à partir de 8 ans peuvent le lire. En fiction. Pour le troisième cycle, aux éditions Vent d'Ouest, Eugénie et les mystères de Paris de Éric Sommer et Myriam Gambino. On est dans une enquête policière avec énormément de références littéraires. Eugénie, c'est une jeune fille, jeune orpheline qui vit chez son oncle avec sa jeune sœur. Son oncle est enquêteur de police, un peu maladroit, un peu mal dégourdi, et Eugénie, elle, a un sens de la déduction, mais hyper développé. Donc, il va souvent lui confier le soir autour de la table ses enquêtes, et elle va énormément l'aider. Et on est vraiment en février 1885, donc c'est l'érection de la Statue de la Liberté qui va être offerte aux États-Unis. Donc, ça débute vraiment avec le chantier de la Statue de la Liberté. Ils sont en train de la démonter et ils la chargent dans des caisses et ils vont l'envoyer par bateau. Eugénie a deux amis ils vont devenir un trio d'enquêteurs. Un jeune garçon un peu enrobé, qui n'a pas vraiment confiance en lui. Son père est vitrier, donc il a toujours des vitres. Et il est très maladroit, donc il casse souvent les vitres. Et quand il revient à la maison, son père va lui donner vraiment là, des fessées. Il a un peu de misère à s'affirmer. Et un jeune garçon qui est un orphelin itinérant, qui dort un peu n'importe où et qui va aider quand même les gens. Il a un très, très grand cœur, mais il a quand même un esprit rebelle. Donc, Eugénie, un soir, va apprendre que la Statue de la Liberté, c'est des pierres qu'il y a dans les caisses qui sont envoyées aux États-Unis. Donc, il y a quelqu'un qui a volé la statue. Avec ses deux amis, ils vont partir à la Société Vidocq, donc un clin d'œil aussi à la littérature policière. Et en parallèle, il y a le kidnapping de Jules Verne. Donc, Paris est un peu dans les mois. Statue de la Liberté et Jules Verne qui sont disparus. Est-ce qu'il y a un lien? Eugénie se demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Donc, elle va mener l'enquête avec ses deux amis. Et on va découvrir en fait compte que c'est un Allemand qui a monté la Statue de la Liberté, qui veut en faire un énorme canon pour bombarder le Parlement français. Donc, on est vraiment dans du enquête, un côté historique et des références littéraires aussi. Il y a un détective américain qui va venir aider l'oncle d'Eugénie. Il y a son jeune fils qui va devenir Edgar Rice Burroughs et qui va... donc, le jeune rebelle va inspirer cet auteur-là pour créer le personnage de Tarzan. Donc, c'est bien aussi. C'est une enquête, c'est des jeunes, mais on a tout le petit pan, la littérature qu'on peut aussi travailler, que les professeurs peuvent travailler en parallèle. Et le dernier, le grimoire d'Elphi. Le titre, c'est L'île presque. On est dans le primaire troisième cycle. Arlesto au scénario, Alouette et Minnie Ludwin au dessin. On est vraiment, l'album commence et on se dit, on va être un peu dans le carnet de cerises. Donc, c'est un grimoire avec des pierres. C'est une constellation. Et c'est inscrit sur le grimoire « Nourris-moi ». Elphi vit avec sa sœur. Il y a eu une tragédie dans la famille d'Elphi. Leur mère, qui était assez étrange, astronome, qui a donné la passion de l'astronomie à Elphi, est décédée dans l'incendie de leur maison.
Elfie a une sœur un peu plus vieille et il y a une sœur aînée qui est à l'université maintenant. Donc, Elfie et sa sœur vont habiter chez leur tante. Et là, leur sœur va débarquer avec un autobus à 2 étages. Et là, on tombe un peu plus dans, oui, on va être plus dans le Harry Potter que dans le Carnet de cerises. Donc, on emprunte un peu à des séries populaires. Arleston est un scénariste vraiment hors pair. Donc, on embarque dans le récit. On va découvrir, en fait, que bon, sa sœur aînée a acheté un autobus à 2 étages et l'a transformé en librairie itinérante. Et elle va venir chercher ses 2 sœurs pour qu'ils vivent avec elle dans l'autobus. Elle a aménagé l'autobus, on va avoir un plan de l'autobus sur les 2 étages. Elfie est ravie parce que le soir, elle peut monter, sa chambre est au 2e étage, donc elle peut monter sur le toit et regarder les constellations. Et elle adore faire de l'origami. Et un soir, elle a le grimoire sur ses genoux, elle fait une grenouille, elle regarde les étoiles et elle fait un vœu. Et il y a une étoile, en fait, sur le grimoire qui s'illumine. Et le lendemain matin, elle prend une marche et il y a une grenouille qui lui parle. Donc, elle a un pouvoir magique. Sa mère était une sorcière. Sa sœur, un peu plus vieille, qui est très irascible, on va découvrir qu'elle a perdu ses 2 jambes lors de l'incendie. Donc, elle a des prothèses. C'est pour ça vraiment qu'elle a vraiment un mal-vivre. Elle est très jalouse d'Elfie parce qu'Elfie, Elfie peut se promener autant qu'elle veut. Elfie est très sociable. Donc, ils s'en vont sur l'île où ils passaient les vacances avec leur mère et ils vont en fait compte déjouer. Ils vont régler un problème là, qui existe depuis 3 générations entre 2 familles qui pourrit l'atmosphère de l'île. Donc, on est dans du fantastique quotidien, humour, une série hyper charmante. Et c'est tout pour le mois de mai, pour la littérature jeunesse. On se revoit le mois prochain pour encore de belles découvertes.